Le Crédit Agricole vous présente le MAC du Salon. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver toujours en direct du Salon international de l'agriculture pour un nouveau MAG, encore plein de surprises, d'initiatives. Au goût du jour, on va commencer avec un livret pour aider à l'installation des jeunes agriculteurs, du vin au kiwi, les aventures de Morgane et Lina, le retour de la béarnaise, pas la sauce, hein, attention, la vache, le concours général agricole vu par un de ses jurés, la reconversion étonnante d'un ingénieur du son en agriculteur. Voilà le menu du jour qui j'espère plaira à notre invité. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir un grand chef passionné, amoureux de sa région, la Savoie. Bonjour Guy Martin. Bonjour. Comment allez-vous ? Super bien dans ce bel hall où l'agriculture française est représentée à l'international. Je trouve que c'est formidable. Vous êtes déjà venu au Salon de l'agriculture par le passé ? Alors, je réfléchis ces années où je ne suis pas venu. Ah oui, c'est l'inverse. Ouais. Non, c'est formidable. Je trouve que c'est formidable d'aller à la rencontre des producteurs, de voir des nouvelles techniques, de voir les évolutions avec, au fil des années. Non, c'est un salon incontournable. Vous me disiez en effet tout à l'heure là, que vous étiez très touché par toutes ces initiatives humaines, cette agriculture française qui va de l'avant, qui cherche toujours à se réinventer. Oui, on a besoin de les aider, il faut les soutenir, il faut être présent, il faut leur dire qu'on les aime, il faut comprendre aussi leur métier, leurs difficultés, et il faut vraiment les supporter, il faut vraiment être là, être très très solidaire. C'est ce que vous faites, hein, au propre comme au figuré, puisque vous êtes un ambassadeur d'un réseau qui communique justement sur ce beau métier, le réseau Agri-Demain, dont on va parler. Oui, je suis ambassadeur d'Agri-Demain et je trouve que c'est un réseau qui est important, avec des gens motivés, qui font du beau travail. Maintenant, il faut qu'on se fasse connaître, qu'on se fasse apprécier, qu'on fédère encore plus. Mais c'est un très très bon réseau et vraiment... allez voir sur Internet, renseignez-vous, inscrivez-vous, allez-y. On va le faire. Et puis, bien sûr, on va recevoir dans le MAG des ambassadeurs du réseau Agri-Demain qui viendra nous parler de sa belle aventure. Alors, je le disais, vous êtes un amoureux de votre région, la Savoie. Vous êtes né à Bourg-Saint-Maurice. Les skis au pied, comme on dit, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Presque un ski au pied, oui. Mais on n'a pas de mérite. Hein. On apprend à skier entre 3 et 5 ans. Voilà, puis... Mais nous, en Savoie, vous savez, on tourne. Hein. On ne dit pas qu'on skie bien, on dit on tourne à droite. On tourne. Ouais, on dit quand on nous demande est-ce que tu sais skier, on dit on tourne. Ah voilà. Oui, c'est les Parisiens qui skient bien en fait. Voilà, les Parisiens skient très très bien, mais vous savez que les Parisiens savent tout bien faire. Ah mais complètement. Ils sont champions du monde. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous êtes devenu un petit peu parisien avec votre. Non, bien sûr, il y a tellement de belles choses à Paris, des belles expositions, une architecture intéressante, et aussi le milieu agricole qui vient de plus en plus fort. Il y a eu les abeilles, il y aura de plus en plus des jardins, il y aura de plus en plus de culture. Et ça aussi, il faut vraiment encourager. Bon, on va le faire. Vos grands-parents avaient un chalet en Haute-Maurienne. Oui. Vous avez passé d'ailleurs toutes vos enfances, votre enfance, enfin vos vacances, c'est ça ? Mes vacances en champ aux vaches, ça paraît un petit peu aujourd'hui un petit peu décalé. Ils avaient un chalet aux Aplanes, c'est en dessus d'Albier-le-Vieux. Et on vivait de la traite des vaches, on faisait le lait, le soir on faisait quelques fromages, le beurre. On vivait de façon très très modeste, mes grands-parents vivaient de façon très très modeste, mais on était heureux. Ma grand-mère avait beaucoup d'anecdotes sur le monde qui nous entourait. C'était vraiment une enfance très très heureuse, vraiment. Ça, c'était votre petit côté Heidi mais vous savez, dans les montagnes. La traite du matin, le lait qu'on goûte comme ça, le beurre en baratte. De plus en plus, il y a un bruit sourd. On sait que le beurre, il est en train de prendre. Après le beurre qu'on va mouler. Enfin, ce sont que des plaisirs simples de la vie, d'aller manger des chardons. Mon grand-père m'expliquait ce qu'on pouvait ramasser. Les chardons, le cœur des chardons, c'est un petit goût d'artichaut. Voilà, écouter les marmottes, des choses simples, mais vous êtes à l'écoute du temps. Et surtout, ce qui est formidable pour ce milieu paysan, c'est qu'on suit vraiment le rythme de la journée, le rythme des saisons. Oui, c'est ça, et ça c'est très important. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas meilleur endroit pour ressentir ces moments-là. Et puis peut-être que c'est aussi ce qui vous a donné ce goût des produits finalement. C'est-à-dire, avec mes producteurs, j'arrive vraiment à comprendre leur travail. Et pour moi, c'est vraiment important de comprendre leur travail, leur peine, la saisonnalité.
Et tout de suite, je sais quand un produit est bon ou pas bon. Donc vraiment, cette enfance à la campagne m'a aidé à ça. Et ma mère m'a aidé à aimer les belles choses, une cuisine, je dirais, un peu plus bourgeoise, un peu plus raffinée. C'est ce qui m'a vraiment donné le goût du beau produit. Alors en baladant sur votre bio, sur vos bios, moi j'ai ressenti que vous étiez un franc-tireur. Vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses à sa façon. Vous disiez que l'école, ok, mais la transmission par les professeurs, c'était pas vraiment votre dada. Finalement, vous avez passé votre bac en candidat libre. Oui, c'est-à-dire j'étais dans un système qui ne me convenait pas. Voilà, et je trouve que je suis autodidacte et c'est quelque chose qui m'a bien plu. Maintenant, c'est vrai, si on veut passer à d'autres dimensions, on est obligé d'être conseillé, aidé. Bien sûr. Donc je pense que le milieu agricole a besoin aussi par le gouvernement de donner des pistes, de les aider. Pas seulement en baissant les charges qui sont tout à fait utiles, mais aussi en projetant, en les aidant à se projeter, en aidant des jeunes à s'installer, mais en leur donnant aussi les tendances des marchés français et européens et mondiaux, vers quoi on va. Je crois que c'est aussi une attente, quelle que soit la profession, du reste, de nos dirigeants, de nous aider. Moi, je crois que vous êtes bien entendu. Puis juste en face, il y a nos amis des jeunes agriculteurs, hein, la relève, bien sûr, de l'agriculture. On en recevra... Vous avez des fans dans le public, vous entendez? Vous êtes appréciés. Moi, je voulais qu'on revienne à la cuisine, parce que j'ai lu aussi que vous aviez appris ou fait vos premiers pas en cuisine avec un livre, un vieux livre du début du siècle dernier. C'est ça? Il s'appelle l'Alibab. Oui, c'est ça. Donc, j'ai suivi les recettes de façon alphabétique. Incroyable. Donc, vous avez toutes faites? Presque. Il y en a 5000, hein, je crois. Ouais, moi, je ne les ai pas fait les 5000, mais j'en ai fait pas mal. Et le soir, dans mon petit studio, voilà, je réalisais ces recettes. Et si vous voulez, je ne savais pas bien cuisiner, mais je savais manger, je savais apprécier. Donc quand une recette était réussie, je passais à la suivante. Voilà, c'est une forme d'apprentissage. On peut aller à l'école, on peut aussi faire comme ça, on peut faire les deux du reste. Apparemment, et ça vous a bien réussi, hein, ce côté autodidacte. Jamais vous n'avez fait d'école de cuisine, de formation professionnelle? L'école, c'est-à-dire l'école, ça va dépendre un petit peu de chacun. De la personnalité, de la bien personnalité sûr. de chacun. Ouais. Et je trouve que dans notre métier, transformer la matière, c'est aussi ce qu'on a sur le cœur. Vous voyez, mais bien sûr, il faut apprendre une certaine technique. Donc, une fois qu'on a appris la technique, quelque part dans notre métier, il faut l'oublier pour passer, voilà, pour pouvoir créer éventuellement, pour pouvoir partir sur d'autres horizons. Un grand maître, j'entends. Un grand maître. Merci. Mais c'est vrai, et puis c'est vrai que c'est... comment dire, c'est encourageant. Bien sûr qu'il faut faire une formation, voilà, on a la chance d'avoir des écoles qui nous proposent de nous former, mais de recevoir un grand monsieur comme vous qui a réussi en étant autodidacte, en apprenant par lui-même, avec sa passion, je trouve que c'est, comme vous dites, c'est aussi réconfortant pour des gens qui n'ont pas la personnalité dans le moule, comme on dit, et qui ont envie d'y arriver néanmoins. Non, mais attention, je ne suis pas du tout contre les écoles. Il y a des écoles formidables à Paris, Ferrandi et d'autres écoles. Absolument. Il y a des écoles formidables, mais après, ce qui est formidable dans notre métier, c'est que c'est aussi, je pense, des messages d'espoir pour des jeunes qui viennent de divers horizons. On peut partir de rien, vraiment de rien, en étant plongeur dans les hôtels. C'est ce que j'ai fait aussi quand j'étais jeune. Et par l'amour du métier, avec la volonté d'arriver à transformer la matière. Et les jeunes conformes, moi je leur dis, quel est ton rêve? Mais ton rêve, tu vas le vivre. Est-ce que c'est de t'installer en Savoie dans une petite auberge? Est-ce que c'est de travailler à Paris? Est-ce que c'est d'être le chef pâtissier de l'Élysée? De travailler à New York? Je ne sais pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le tout, et on peut vivre ce rêve grâce à notre métier. Il n'y a plus beaucoup de métiers aujourd'hui, sans faire de longues études, où on peut vraiment réaliser son rêve. Et là, le métier de cuisinier, ça reste encore un des métiers où on... Voilà, mais Paul Bocuse est formidable, je l'adore. Je l'adore. C'est le grand maître à tous. C'est le grand maître à tous. Les téléspectateurs de Campagne TV vous connaissent bien puisque vous animez une émission qui s'appelle Épicerie Fine. Ça, c'est tous les dimanches soirs sur notre chaîne. Oui. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette émission? Épicerie Fine, la star, c'est vraiment le produit. Donc ça va être la clémentine corse, ça va être le kiwi de l'Adour, ça va être le paysan des alpages qui va faire du Beaufort dans les alpages. C'est vraiment là. Moi, je suis que le lien entre, on va dire, le téléspectateur et ce producteur. Je vais mettre juste en contact l'un et l'autre.
Et ça, à chaque fois, des voyages merveilleux. Quand on a fait l'huile d'olive dans la vallée des Baux, on a eu des clients, par exemple, qui sont venus au Véfour, qui ont déjeuné, qui sont partis après dans les Alpilles, aller à la rencontre de ces oliviers, parfois centenaires. Donc, voilà, ce sont des belles histoires. À chaque fois, il y a un homme, une femme derrière ce produit. Et quand on connaît le produit, je peux vous garantir, quand on connaît le produit et la personne qui est derrière le produit, vous le cuisinez différemment. Vous le cuisinez différemment. Et c'est ce qui fait aussi l'âme de notre métier. Eh bien, je vais vous emmener, vous embarquer dans de belles histoires également avec toutes les chroniques de notre magazine. Et on va commencer avec la première qui s'appelle « À votre service ». On estime que d'ici 10 ans, 50% des agriculteurs seront partis à la retraite. Il n'y aura que 2 installations pour 3 départs. Et donc essentiel de soutenir et de motiver ces jeunes qui veulent prendre la relève. Le livret Projet Agri fait partie de ces initiatives encourageantes. Un an après, on en parle avec son président, Vincent Delatte, président du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Et Jérémy Desserre, le responsable dossier installation jeunes agriculteurs. On en parlait de cette relève. Eh bien, elle est là. Voilà, je vous la présente, Guy Martin. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le livret Projet Agri, j'aimerais qu'on le présente, Vincent. Alors, avant de présenter vraiment le projet livret, le livret Projet Agri, il faut que je rappelle pourquoi le Crédit Agricole a lancé ce livret. Bien sûr. C'est un compte d'épargne. Le Crédit Agricole, depuis 130 ans, accompagne le monde agricole et notamment l'installation des jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous avons 3 installations sur 4 qui sont financées par le Crédit Agricole. Nous avons plus de 8 agriculteurs sur 10 qui sont clients du Crédit Agricole. Et donc, il était tout naturel, effectivement, que le Crédit Agricole, en lien avec les jeunes agriculteurs, essaye de trouver les moyens de financer une installation. L'installation, c'est vraiment, pour l'agriculteur, un projet d'entrepreneur. Ça fait partie d'une réflexion, d'un projet, avec tous ces aspects, à la fois humains, sociaux, économiques. Il y a besoin d'une formation importante également pour le jeune agriculteur. Et puis, à un moment donné, effectivement, il faut trouver le financement. Il y a toute une série de modes de financement qui sont en place. Mais là, on voulait que le jeune agriculteur et puis les gens qui l'entourent, sa famille, mais au-delà de sa famille, que toutes les personnes qui veulent soutenir l'agriculture puissent y contribuer en épargnant au service de l'agriculture. Et c'est ça la force et l'originalité, Guy, de ce livret, parce que vous allez nous l'expliquer. On peut bien sûr épargner en tant qu'agriculteur, mais voilà, vous avez par exemple un fils, un cousin agriculteur, vous pouvez bien sûr épargner pour lui. C'est ça la subtilité. C'est pas mal ça, hein? Oui, je trouve que c'est formidable qu'il faut des actes aujourd'hui. On a besoin d'actes, on n'a plus besoin de paroles, on n'a pas besoin de blabla, on n'a pas besoin d'histoire. On a vraiment besoin de personnes qui s'engagent pour soutenir le milieu agricole. Il faut vraiment aujourd'hui il faut vraiment des actes. Et puis du partage et de la solidarité. Et c'est vraiment ce qu'on ressent aussi à travers ce livret. Il marche comment ce livret, Vincent Delatte? Alors, comment il marche? D'abord, c'est en 2 temps. Il y a l'épargne et il y a ensuite le financement. L'épargne est ouverte à tous. Donc, les jeunes agriculteurs, le jeune qui a un projet peut ouvrir un livret, même avec 10 € pour commencer. Et puis, au fil du temps, il va l'approvisionner et abonder pour que l'épargne qu'il a constituée l'aide à avoir un apport personnel. Et avec les intérêts qui seront versés sur ce livret, il aura droit donc à un prêt. Ce droit à prêt, il peut l'utiliser pour lui-même s'il a un projet jeune agriculteur. Si c'est quelqu'un de sa famille, eh bien, on va lui attribuer ses droits. Si c'est quelqu'un de l'extérieur, cette personne de l'extérieur peut décider de contribuer à l'installation d'un jeune agriculteur qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, à un moment donné. Belle idée, ça, hein? Voilà. C'est une très belle idée. Alors, il faut quel montant minimum? Vous prêtez combien? À quel taux? Au niveau de l'épargne, au niveau de l'épargne, c'est 10 € minimum, mais après, il n'y a pas de limite. On peut épargner autant que l'on veut. La rémunération, c'est la rémunération identique à la rémunération d'un compte sur livret. Donc actuellement, certes, c'est faible, c'est 0,25%, mais c'est le barème général actuellement. Et puis après, effectivement, celui qui va emprunter va bénéficier d'un prêt à taux vraiment très bas, puisque ce sera le taux moyen du livret plus 0,30%. Voilà. Comment est-ce que le jeune agriculteur peut débloquer son livret? Alors, au moment où son projet est abouti, il peut le débloquer au moment où il va s'installer, ou plus tard,
pendant les 5 premières années de son installation, il peut utiliser ce droit après, au moment qui lui semble opportun. Ça peut même être au-delà de son exploitation parce qu'il a un besoin de financement pour aménager un logement pour lui. Et à ce moment-là, il peut même l'utiliser pour financer l'aménagement de son propre logement. Alors cette idée, Vincent Delatte, le Crédit Agricole, vous l'avez eu avec le syndicat des jeunes agriculteurs représenté aujourd'hui par Jérémy de Serles. C'est une chouette idée, ça. Mais j'ai envie de dire comme d'habitude, moi je les aime, les jeunes agriculteurs. Alors ils sont un peu chahuteurs. Hein. On a eu Jim Bataille qui est venu sur le plateau l'autre fois, qui nous a bien mis le bazar. Mais en même temps, vous êtes là, vous êtes motivés, vous êtes dans l'action et vous proposez justement des initiatives comme ça, qui sont concrètes, qui font avancer les choses. Comment ça s'est fait cette association ? Jérémy ? Ça s'est fait assez naturellement. On travaille depuis de nombreuses années avec le Crédit Agricole. Et en fait, suite à une idée qui a émergé effectivement d'un rapport d'orientation, tous les ans, les jeunes agriculteurs, au-delà de manifester de temps en temps leur colère, écrivent aussi tout un tas de propositions. Donc dans un rapport d'orientation, on a imaginé ce livret, enfin ce qui est devenu le livret Projet Agri, qui avant dans notre rapport s'appelait le livret vert et qui donc, comme l'a été expliqué par Vincent, apportait toutes ces propositions et toute cette qualité d'accompagnement financier pour un jeune, notamment dans l'anticipation et aussi dans la professionnalisation des jeunes aujourd'hui qui doivent reprendre le métier. Le fait d'anticiper et aussi de conditionner ce dispositif, ça sera peut-être dit après, mais ce dispositif est aussi conditionné à un minimum de formation qui correspond aussi au dispositif national à l'installation. Oui. Et nous, dans notre souhait de garder des agriculteurs qui soient formés et de faire lancer dans le métier des agriculteurs qui soient le plus professionnels possible. On ne parle pas forcément de professionnalisation de l'agriculture, mais en tout cas de professionnalisation des hommes et des femmes qui la font. Donc nous, on trouve que ce projet est vraiment dans le cadre de ce que Jeunes Agriculteurs défend au quotidien. Vincent Delatte, vous vouliez réagir ? Tout à fait. Ce qui est important, et Jérémy l'a fort bien exprimé, c'est de dire que c'était construit ensemble. Ce sont les jeunes agriculteurs qui connaissent mieux que quiconque les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir s'installer. Et le fait d'avoir imaginé ce produit nouveau, on répond parfaitement à leur attente. Et puis surtout, on permet à beaucoup de personnes qui finalement soutiennent, le grand public soutient l'agriculture. Ils aiment leurs agriculteurs. Finalement, c'était l'occasion de dire, au-delà de cette démarche purement affective, concrètement, apportez votre concours. Exactement, voilà, c'est la belle idée. Mais du coup, Jérémy, à quelles difficultés concrètes sont confrontés les jeunes agriculteurs dans leur installation ? Écoutez, aujourd'hui, je crois que malgré que notre métier traverse des heures difficiles, les reprises d'exploitation et nos exploitations agricoles ont une certaine valeur et donc leur reprise effectivement pose des difficultés pour les jeunes qui souhaitent s'installer parce que le coût est trop élevé bien souvent par rapport à ce que le jeune peut apporter comme capitaux. Et donc, ça fait partie des grosses difficultés. L'accessibilité aussi au foncier agricole, quelque chose qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça, entre autres, que pendant le Salon de l'Agriculture, on essaye de faire toucher aussi du doigt ces problématiques-là par les conseillers régionaux. Et donc, je pense que par le biais du livret Projet Agri, on permet aussi d'apporter une brique financière nouvelle à ce qui existe déjà. Aujourd'hui, on a la dotation jeunes agriculteurs et les prêts bonifiés qui font partie des offres de financement pour les jeunes qui s'installent. Et aujourd'hui, le livret Projet Agri permet de compléter ces aides-là qui sont indispensables aujourd'hui à la reprise des exploitations agricoles. Merci beaucoup, Jérémy. Vincent Delatte, pour conclure, ce livret, il a 1 an. Il a 1 an. On lui souhaite un bon anniversaire déjà. Voilà. Donc et puis on en est déjà plus de 7000. 7000 livrets ouverts. Oui, tout à fait. Mal, ça, hein. Formidable. C'est un peu plus de 50 millions déjà collectés grâce à ce livret. 50 millions. Donc ils seront utilisés pour financer l'installation des jeunes agriculteurs. Eh bien, on en est ravis. On vous remercie d'être venu nous parler de cette initiative. Merci à vous, Jérémy de Serles. Merci à vous, Vincent Delatte. Et bien, bravo pour cette association très, très positive. Et tout de suite, je vous propose de retrouver Julien Rosburger. M'entendez-vous ? Allô, allô ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, où êtes-vous et avec qui êtes-vous ? Qu'allez-vous déguster, petit vénard ?
Ouais, alors je suis un vrai vénard là pour le coup, je suis bien entouré. Alors déjà de monsieur Mbani et aussi de vin au kiwi. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux vin au kiwi? Alors c'est ça, le vin au kiwi, c'est une boisson qui est naturellement fermentée à partir de kiwi. Donc en fait, au lieu de faire fermenter du raisin, nous faisons fermenter du kiwi pour en faire du vin, tout simplement de manière naturelle, 100% naturelle, sans ajout d'arômes artificiels ni de colorants. Donc ce n'est pas un vin aromatisé, c'est vraiment ça que vous voulez mettre en avant aussi, hein. Non, 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 on est vraiment très très loin d'être un vin aromatisé. On est 100%, c'est de la fermentation 100% de kiwi. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ce vin. Je sais que ça commence avec la mangue, avec vos origines aussi congolaises, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc en fait, l'histoire de ce vin, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre moi et mon collègue Alexandre. Moi, je suis d'origine Congo-Brazzaville et en fait, j'y vais souvent. Et en y allant plusieurs fois, j'ai remarqué qu'il y avait certaines problématiques sur les fruits, notamment les pertes. Les fruits connaissent beaucoup de pertes parce que par rapport à la valorisation. Et moi, je voulais trouver une idée pour les mettre en valeur et aussi pour pallier contre cette problématique de perte, de gâchis alimentaire. Et donc, c'est là que je rencontre mon collègue pendant nos études à l'EM Lyon. Et c'est lui qui m'explique en fait qu'on pouvait faire du vin à partir de mangue. Et moi, c'est une idée qui m'a tout de suite interpellé. On a passé beaucoup de temps à échanger et à se documenter là-dessus. Et au bout d'un moment, quand il faut se lancer, il faut y aller. Mais vous avez quand même fait très très attention au goût. Ça a été fait avec de grands œnologues, hein. Oui, oui, donc c'est une boisson d'assez qualitative quand même, et c'est ce qu'on voulait. Pour moi, le vin, je le considère, c'est comme quelque chose d'assez noble. Et pour créer ce vin, on a su s'entourer des meilleurs œnologues, des meilleurs savoir-faire, les meilleures compétences en œnologie et en fermentation. Alors en dehors de ça, vous avez dit 100% responsable, mais aussi 100% français. 100% français, 100% responsable, parce qu'en fait, sur ce vin de kiwi, nous récupérons les rebuts de kiwi. En fait, vous savez, ce sont des kiwis qui ne seront pas calibrés, tout simplement pour la forme. Elles ne seront pas vendues et nous les récupérons auprès de producteurs, auprès de nos producteurs de kiwi. Ça permet premièrement donc, de les valoriser et aussi ça permet de lutter contre le gâchis alimentaire, la problématique qui nous tient à cœur. C'est votre première année au Salon de l'Agriculture. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent, qui ont envie de déguster. C'est plutôt positif, hein? C'est très positif et c'est même surprenant pour nous parce que le produit est très apprécié. Et donc voilà, c'est ce qu'on voulait en fait, venir au Salon de l'Agriculture. C'est un démarrage pour nous. On voulait faire face, être en face d'un plus large possible, un maximum de public pour avoir de retour et surtout pour savoir qu'est-ce qui peut, si ce produit peut marcher ou pas. Alors votre but aussi, c'est peut-être un jour de faire le concours général agricole? Certainement, si on nous en donne la possibilité. Alors, vous avez commencé par la mangue au Congo. Vous n'êtes pas encore prêt sur la mangue, mais ça va arriver, c'est bien ça? La mangue arrive très bientôt parce que nous avons rencontré certaines problématiques. C'est un produit sur lequel il n'y a jamais eu de travail. Sur le kiwi, on est très proche du raisin par rapport à la texture, ce qui fait que la R&D du kiwi nous a un peu dévancé sur la mangue. Mais la mangue arrive très vite, on le sort au mois de mai. Alors on attend la mangue, hein, on attend vraiment la mangue. Et si on veut vous trouver encore au Salon de l'Agriculture, ça se passe où? On est toujours là, on est au hall 3, allégé et au stand de 102. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bon, on va continuer notre petit périple, hein. En parlant de concours, on va aller voir les médaillés. Oh génial, ça y est, ils sont là les médaillés, on va pouvoir connaître les premiers noms. Alors ça va être médaillé sur du rosé, je vous en dis pas plus, ça va être très haut de gamme. On s'en lèche les babines. Et on a hâte avec Guillaume, on a hâte de vous retrouver mon cher Julien pour se lécher les babines. À tout à l'heure. Avec vous, à tout à l'heure. On va tout de suite retrouver nos deux petites envoyées spéciales, je vous le disais. Hein. On a Morgane et Lina, deux jolies jeunes filles de 5 et 8 ans qui découvrent le salon avec leurs yeux d'enfant. Et quand elles sont venues sur le plateau, le premier jour, elles nous ont dit, nous, ce qu'on voudrait, notre rêve, ce serait d'assister à l'éclosion des poussins. Alors, ce rêve va-t-il se réaliser aujourd'hui? C'est le salon de Morgane et Lina, tout de suite. Vous voulez voir les poules et les poussins? Oui. Vous avez de la chance, vous allez pouvoir rentrer dans le parc avec moi. Je vais vous parler d'abord des poussins, puis après on va parler des poules. Le stand des familles louées au Salon de l'Agriculture depuis 20 ans est un stand qui est tourné autour de la pédagogie. Donc sur ce stand, on trouve trois attractions, 2 éclosoirs qui permettent de voir les éclosions de poussins en direct. Donc c'est toute une petite aventure de démonstration de l'éclosion du poussin. Une dizaine de poules qui sont sur place et qui sont élevées sur place et qui vivent dans le salon du matin au soir, qui se promènent d'ailleurs beaucoup dans le salon, vont voir les vaches, les moutons, et qui nous permettent d'expliquer aux enfants comment une poule fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et puis un cercle à poussins qu'on appelle la ronde des poussins.
ce qui permet de montrer aux enfants des poussins qui ont déjà un jour ou deux et qui sont déjà très dégourdis. Tu vas écouter. Ah ouais? T'entends le poussin? Oui. C'est génial, hein? Tu écoutes? T'entends le poussin? Le poussin a commencé à casser sa coquille. Tu veux écouter aussi, ma grande? Le poussin a commencé à casser sa coquille. Tu mets une main dessous et une main dessus. Le petit poussin qui a cassé sa coquille à 6h du matin, pendant que tu te réveillais peut-être, ou un petit peu avant même que tu te réveilles. Trop mignon, hein? Ouais. Il est tout doux? Ouais. Il est tout chaud? Tu peux pas lui faire une petite caresse? Non, ben tu regardes. Je veux juste le Oh, tu vois bien? Tu peux le caresser. En fait, pour avoir des poussins qui éclosent au salon, il faut tous les 2 jours, voire tous les jours, aller dans le village de Loué, chercher donc des œufs à couver qui sont sur le point d'éclore, entre 19 et 20 jours d'incubation. Ils prennent le TGV, ils prennent le métro et on les met dans la couveuse et ils vont éclore dans la couveuse. Il arrive très souvent d'ailleurs qu'il y ait des poussins qui éclosent dans le TGV ou dans le métro. Le côté le plus magique, c'est d'expliquer aux enfants que le poussin ne casse pas sa coquille avec son bec comme on l'apprend trop souvent, mais avec le diamant de son bec. Or, le diamant de son bec, c'est la plus petite chose qu'on voit au salon. C'est une toute petite aiguille qu'il va utiliser comme un ouvre-boîte. Il découpe sa coquille comme on ouvre une boîte de conserve de l'intérieur. Et entre le premier coup de diamant et la sortie de la coquille, ça passe entre 2 et 12 heures. Donc pour les gens, c'est un moment extrêmement magique. Tu vas les réveiller. Ouais. Tu crois que je suis capable de la faire dormir? Non. Non. C'est pas vrai. Eh ben, super bien, ouais. La poule, réveille-toi. Allez, Elle c'est le matin. dort tellement bien, tu vois qu'elle se réveille pas. Encore une nouvelle fois, réveille-la encore. La poule, réveille-toi. La poule, réveille-toi. Allez. Ça y est, elle est réveillée. Cette animation, je crois, d'après les gens du salon, est dans les 5 premières préférées des gens qui viennent au salon de l'agriculture. C'est presque un incontournable et des gens qui viennent d'abord par nous avant d'aller plus loin. Et comme ça fait 20 ans que ça dure, c'est le rendez-vous des mamans et des grands-parents souvent qui amènent leurs petits-enfants au salon, qui ne veulent pas louper cette étape de l'éclosion des poussins. Donc on est un peu tenu d'y retourner tous les ans. Le stand des familles louées est dans le hall 1, dans le hall d'élevage. Nous sommes sur l'allée F, c'est-à-dire dans le fond du salon. Il y a tout ce qu'il faut en sonorisation pour accueillir de très nombreux visiteurs et on vous attend tous avec beaucoup de bonheur. À demain. Et oui, à demain les filles, on vous retrouve pour de nouvelles aventures. Tout de suite, on va passer au coup de pouce du jour dans le mag. Aujourd'hui, plein feu sur la vache béarnaise, une race qui a bien failli disparaître. Mais c'était sans compter sans la passion des éleveurs pour cette race rustique. Et Mimosa, bien sûr, le site de financement participatif dédié aux agriculteurs. Et c'est tout de suite. Pour nous parler de cette belle race rustique, la béarnaise, nous accueillons Vincent Mouléa. Bonjour Vincent. Bonjour. Mais quelle jolie coiffe. Merci. Ça vient d'où ça, du Béarn? Ah, du Béarn. Et bien alors Vincent, Guy représente bien sûr l'association de la vache béarnaise. Est-ce que vous connaissiez cette race? Oui, c'est une race que je connais, mais c'est vrai qu'elle n'est pas tellement médiatique, hein, je dirais. On y travaille, Voilà. Et oui. Mais c'est une belle vache et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Leur initiative est formidable et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Alors Vincent, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi bien sûr de militer pour le retour de la béarnaise dans nos champs. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Ça, c'est un message de Cerise, la basadaise, qui est un peu jalouse. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a tout de plus. Aux yeux des éleveurs, elle a tout de plus. C'est une vache, c'est une vache ancestrale.
C'est-à-dire, bon, je ne l'ai pas amené, il était trop grand, le drapeau du Béarn, mais elle est présente sur les armoiries du Béarn. Ah ouais. Mais depuis les temps de Gaston Phébus, donc on remonte vraiment au siècle, au Moyen-Âge. Et c'est une vache qui a toujours été présente sur notre territoire et qui a failli disparaître avec l'arrivée des races productives créées par l'homme, comme la blonde d'Aquitaine. Elle est à l'origine, elle fait partie des 3 races qui, par croisement, ont créé cette race-là. D'accord, donc c'est la grand-mère de la blonde d'Aquitaine. Exactement. Voilà, pas mal. Et du coup, elle a failli disparaître à cause de ça, mais des passionnés l'ont gardée parce qu'en fait, c'est une vache adaptée à la montagne, très rusée, maligne, intelligente, très brave, très brave, et qui faisait un travail sur les fermes extraordinaire. À l'époque, il n'y avait pas de tracteur. On parle de là des travaux des champs, travaux des foins. Donc elle tirait les... Ah oui, les paires de vaches, les paires de bœufs étaient très endurants. Et on parle là même du début du XXe siècle. Dans les années 50 encore, il y avait 300 000 vaches partout. Dans le Grand Sud-Ouest, c'était la race présente dans toutes les fermes. Mais alors 300 000 béarnaises? Non, peut-être pas quand même. Si. 300 000? Il y en a combien actuellement? C'était ce qu'on appelait la blonde des Pyrénées. C'est ça? Combien maintenant? Et actuellement, on est à 300. 300, on a enlevé les 1000. C'est facile, hein? Ouais, non, mais vous vous rendez compte? Mais je pense qu'il y a plein de messages d'espoir aussi, parce que voilà, il y a des jeunes qui ont repris cette race, et je pense que c'est une race qui est vraiment de la région, qui est vraiment un peu comme la Tarine, pour moi qui suis savoyard, sont des vaches qui sont adaptées au milieu. Et je trouve, c'est beaucoup plus logique, je trouve, quand on va prendre si on va acheter un fromage, prendre du lait, ou que le produit soit vraiment le produit par la vache du site. Oui, ça paraît tellement logique. Et ça l'est pas parfois, en effet. Ouais, parfois ça l'est pas toujours, mais bon, on y revient, et je pense qu'on a besoin de valeurs comme ça. Et je trouve même pour les touristes que c'est vachement sympa de se dire, voilà, ça c'est la vache d'origine, elle est d'ici. Je trouve que c'est tout un ensemble, un écosystème qui est vraiment important et qu'il faut vraiment soutenir. C'est vrai, vous avez raison, c'est notre patrimoine. Il faut le défendre. Tout à fait. Mais comment on fait pour protéger une vache de l'extinction de sa race? Alors, ça remonte déjà à plus de 30 ans, avec des plans de sauvegarde initiés par l'État et l'Institut technique à l'époque, de prélever de la semence de taureau, de pouvoir congeler de la semence, avoir des doses, on appelle ça des doses, disponibles pour la reproduction, et essayer déjà de préserver ce patrimoine génétique. Après, il faut des éleveurs, il faut des élevages pour pouvoir utiliser ces doses, essayer de récupérer les animaux. Ça, c'était un travail fait par les éleveurs, par l'Institut de l'élevage et le Conservatoire des races d'Aquitaine, d'aller parcourir la campagne, la montagne, aller à la recherche des animaux typés race béarnaise et de les récupérer par tous les moyens. On fait un casting des plus beaux spécimens, en tout cas, des plus vaillants. De ceux qui restent. Oui, c'est ça surtout, parce que sur 300 vaches... Mais je suis très confiant quant à l'avenir. C'est vrai. Franchement, il y a eu d'autres initiatives sur des variétés de porcs, par exemple. Il y a eu d'autres initiatives ou sur des moutons, des chèvres. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un regain. On a besoin de retrouver ses origines, d'une certaine traçabilité, d'une diversité, et surtout acclimater à la région. C'est quand même l'hiver, il y a quand même des conditions, même l'été, il y a quand même des conditions difficiles. Rude, hein. C'est quand même rude, donc voilà, c'est la vache du coin. Ça paraît normal qu'elle existe. Alors, tout à fait. L'association s'appelle comment? Alors, son nom générique, c'est Association de sauvegarde de la race bovine béarnaise. Et en site internet, ça fait quoi? Association de la vache béarnaise. D'accord, donc si on veut aller voir, on fait Association de la vache béarnaise et on trouve les infos, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors cette association, vous disiez que ça existe, enfin en tout cas cette sauvegarde de cette race existe depuis les années 80. Oui. L'association, elle existe depuis quand? Depuis 2003. D'accord. C'est-à-dire qu'elle existait officieusement depuis les années 80-90. Les éleveurs se réunissaient, se rassemblaient, en discutaient, essayaient de voir ensemble. Mais la volonté vraiment de créer une association est née en 2003. Et les statuts ont été déposés vraiment en 2003. Histoire de trancher, de dire, bon, on fait quelque chose, on le marque, ça existe. Voilà. Mais vous êtes tout jeune, Vincent. Vous avez quel âge d'ailleurs? 30 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de faire vivre cette race-là? Si vous le disiez, hein, l'avenir, l'espoir, la relève, hein, c'est ça l'idée? Alors, c'est ça. Mais je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Je suis pas du tout du milieu agricole. Mais vous êtes d'où? Moi, je suis de la plaine. Du Béarn, hein, la plaine du Béarn. Oui, c'est ça, on reste dans le Béarn. Mais pas du tout du milieu agricole. Les parents sont pas du tout agriculteurs. D'accord. Et petit à petit, j'y suis venu. Et en m'y intéressant, je suis tombé sur, par hasard, c'est beaucoup dire,
la vie a fait que je me suis trouvé sur une ferme où, au milieu des vaches, il y avait 2-3 vaches béarnaises. Et elles ont un caractère et une façon de se conduire qui en font des bêtes de suite attachantes. Voilà, il y a un truc en plus. C'est difficile à expliquer. Et les éleveurs qui font ça depuis 30 ans et passé, même voire 40 ans, l'expliquent encore moins que moi. Mais voilà, il y a un attachement à cette vache. C'est le côté patrimonial, mais il y a un petit plus en plus. Il y a le petit truc en plus. Vous comprenez cet attachement tout à fait. Quand Vincent en parle et qui nous dit elle a un truc, elle a du caractère, elle est attachante. Mais vous savez, le milieu agricole français, les paysans sont attachés à leurs vaches, à leurs moutons, à leurs cochons. La plupart, ils ont vraiment une vraie philosophie. Ce sont vraiment des compagnons. C'est pas une bête, c'est vraiment un compagnon, c'est vraiment un animal avec lequel on va partager des moments. Souvent ils nous comprennent et il y a un vrai attachement. Et c'est ça aussi qui est formidable, et c'est grâce à des personnes comme monsieur, voilà, qui participent par leur amour de cette vache du Béarn, de redonner les lettres de noblesse d'un produit, d'une vache qui avait été oubliée. Et c'est vraiment, pour moi, pour nous, au-delà du métier de cuisinier, je trouve que c'est pour notre patrimoine que c'est capital. Alors pour sauver cette race, il a fallu se creuser la tête un petit peu, voilà, et puis faire les choses dans l'ordre et dans la bonne forme. Donc vous avez déposé un dossier de demande de subvention auprès du Commissariat général à l'égalité des territoires en Pyrénées, c'est ça, pour prendre en charge les premiers frais, les premières dépenses. Mais pour avoir cette subvention, Guy, écoutez bien, il faut un apport en trésorerie qu'il n'avait pas. Du coup, voilà, Vincent Mouliat et l'association ont décidé de se tourner vers Mimosa, le fameux site de financement participatif dédié aux agriculteurs. Comment vous avez été reçu ? Alors, déjà à l'origine, je suis tombé par hasard. C'est moi, en fouillant sur Internet, on trouve vraiment plein de choses sur Internet. Oui. Et par hasard, en cherchant financement participatif agriculture, on tombe sur Mimosa. Mimosa, bon... Très bien, découverte de Mimosa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y finance, les projets, très bien, il y avait de tout, vraiment de tout. Des projets agricoles évidemment, agroalimentaires, donc bon, c'était dans la thématique de notre association, ça coulait de sens. Et du coup, rien qu'en commençant à rentrer les coordonnées et le projet, et bien là, un coup de téléphone. Qui vous a appelé ? C'est Florian Breton qui vous a appelé ou c'est vous qui avez contacté l'association ? C'est pas Florian Breton, c'est sa collaboratrice Anne Le Souder. Et qui m'a gentiment appelé en demandant mais qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous êtes inscrit, quelle est votre démarche, quel est votre projet, et puis en expliquant, voilà, on a eu la confirmation que c'était un projet qui rentrait totalement dans ces lignes-là par rapport à leur plateforme et qui pouvait aboutir. Voilà. Et de suite, dès le départ, il y avait vraiment une confiance de Florian et de son équipe de dire non mais votre projet il ira au bout et il dépassera l'objectif. Alors le projet il est en ligne, il est terminé Il est terminé, il s'est passé à l'automne dernier. L'automne dernier, donc voilà. Vous souhaitiez récolter combien ? 5 000 €. Vous avez récolté combien ? Sur la plateforme plus de 7 800 €. Pas mal, hein ? Ouais, les gens s'impliquent. Ouais. Non, mais de toute façon, le milieu agricole est aimé des Français. On le sait très bien, on le voit dans les sondages encore récents. Voilà, il faut juste arriver à trouver le lien pour bien que ça fonctionne. C'est un milieu qui est vraiment apprécié parce que voilà, ce sont des gens qui ont aussi des vraies valeurs et dans des environnements aussi formidables quand on aime la nature. Donc, vous avez récolté ces plus de 7 000 €. Vous souhaitiez faire quoi et vous en avez fait quoi au final ? Enfin, il y avait 5 000, 7 000, il y avait un peu de rap. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et au-delà de la collecte, les gens ont continué à participer, donc on a vraiment dépassé les objectifs. Et qu'est-ce qu'on voulait financer ? C'était répondre à la demande des éleveurs. La première demande a été de dire, bon, nous on veut bien travailler, il y a une association, il faut qu'elle vive. Il faut qu'il y ait un animateur qui soit là, qui puisse faire le lien entre tous, qui puisse faire le lien avec les partenaires techniques et historiques et faire le suivi des dossiers, simplement. Donc il faut rémunérer une personne dans cette association capable de faire tout ce travail-là. Et cette personne, c'est ? Et cette personne, c'est moi. Et c'est Bibi. Et voilà. Bravo. Bravo. Hein. Félicitations. Vous voyez tous les gens qui ont contribué. C'est merci aux gens qui ont participé. Et on peut leur dire... Voilà, c'est vraiment merci aux contributeurs parce que grâce à eux, on est parti d'un temps partiel et on a créé un temps plein.
Voilà, à partir d'une race ancienne. Bien, il est temps de rendre l'antenne, comme on dit chez nous. Je suis désolée, mais c'est passionnant. Écoutez, merci beaucoup. C'est formidable. Mais oui, on pourrait en parler des heures. En tout cas, on peut retrouver les informations sur le site internet. C'est un peu compliqué, mais Vache Béarnaise, on y On arrive. tape Vache Béarnaise et on retrouve bien sûr Vincent Moulian et toute son association. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Et pour suivre, eh bien, on va voir un documentaire. Enfin, un documentaire, un reportage, c'est bien ça, hein, en régie, c'est ça, sur le concours général agricole. On est allé suivre un des jurés qui justement sélectionne ces bons produits. C'est un reportage de Léonie Samel. Depuis 1964, un concours emblématique rythme le Salon international de l'agriculture, la finale du concours général agricole. Il évalue tous les ans animaux, prairies fleuries, vins et produits. Manu Heitzmann fait partie des jurés professionnels attendus ce matin pour un concours. Je suis jurée officielle au concours agricole et aujourd'hui il y a les dégustations d'eau-de-vie de fruits et de whisky également. Ensemble, nous allons passer la matinée dans la peau d'un juré. Le pavillon du concours général agricole est interdit au public. Merci beaucoup, monsieur. Manu doit donc retirer une accréditation pour pouvoir entrer dans les salles de dégustation. Alors je viens en tant que juré professionnel, c'est-à-dire que j'ai une distillerie en Alsace. Depuis maintenant 4 générations, ma famille s'en occupe et je suis en plus de formation œnologue. Le barrage administratif franchi, la mission suivante consiste à retrouver sa table parmi les dizaines disposées dans les 7600 mètres carrés du pavillon. 23, voilà ma table. Cette année, 22 000 produits sont présentés au concours général agricole pendant les 9 jours du salon. Un véritable hommage à l'excellence gastronomique française. Le concours général agricole des produits a une double vocation. D'une part, au niveau du monde de la production, c'est distinguer les meilleurs produits. C'est d'être une source de reconnaissance pour le savoir-faire des producteurs qui, avec passion, se mobilisent chaque année et parfois de génération en génération pour produire les produits d'excellence qui font la fierté de la gastronomie française. Et la vocation est également à l'autre bout de la chaîne, au niveau de la table du consommateur, de permettre à ce consommateur d'identifier aisément, par les médailles qui sont attribuées, ces produits d'exception qui sont distingués au cours de ces finales. Pour éviter le favoritisme, les produits ont été conditionnés pour rester anonymes. C'est scellé, complètement scellé et totalement anonyme. Vous voyez ? Et c'est très difficile à enlever. Comment tu as fait pour l'ouvrir? J'arrive pas. Faut tirer la languette, il y a une languette. Les bouteilles enfin ouvertes, la dégustation peut commencer. 3 médailles maximum sur 9 produits. Il est 9 h du matin et pourtant, les jurés vont évaluer 9 eaux-de-vie blanches de fruits. On va faire 4 par 4. 813. Alors 12 813 d'abord. Chaque produit est étudié avec attention. Couleur, odeur, arôme, tester devient alors tout un art. Chaque Faut qu'elle détail soit compte. limpide, cristalline, transparente. Alors après tu as le nez, c'est l'intensité si tu veux. Chacun fait appel à tous ses sens. Tu regardes la fraîcheur, la finesse. Il y a le nez, il y a l'œil, il y a la bouche, mais surtout l'harmonie totale. Surtout pour le consommateur final, c'est ça qui compte, c'est l'harmonie générale. 66 jurés sont présents aujourd'hui pour noter les eaux-de-vie blanches de fruits. Parmi eux, 50% sont des professionnels du secteur et l'autre moitié de simples consommateurs avertis. Alors, 40. Donc on est des jurés professionnels, donc nous on va juger l'eau-de-vie sur ses qualités, sur ses arômes, sur ce qu'elle représente pour nous, pour qu'elle n'ait pas de défaut, qu'elle n'ait pas... Et on va donc décerner les médailles dans ce sens-là. Et en revanche, il est très important qu'il y ait une autre moitié de jurés consommateurs qui, eux, vont juger exactement sur leur ressenti naturel par rapport à la dégustation. Et c'est eux le final, c'est eux le vrai consommateur. Donc c'est très très important.
Le concours général est le plus prestigieux concours en France. C'est un peu les Jeux Olympiques du monde agricole. Et quand la qualité n'est pas au rendez-vous, le jury le fait savoir. Il a un nez chimique, hein, un petit peu, oui, un peu éthanol. Hein, un peu, Seulement un tiers des produits présentés peut espérer être médaillé. Le jury décidera finalement de décerner 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Pour notre jury, le travail s'arrête ici. Le temps d'une dernière photo souvenir, il est déjà l'heure pour Manu de repartir à Villers en Alsace. Ce concours aura encore été l'occasion de partager un bon moment et de découvrir de nouveaux produits. On retrouve tout de suite Julien Rosburger en compagnie d'une médaillée du jour. Julien. Allô, allô Julien, vous m'entendez? Oui, Frédéric, c'est toujours moi. Oh, chouette. Alors là, maintenant, on est avec la médaillée. Déjà, félicitations. Je suis avec Madeleine Herbeau. Félicitations pour cette médaille. Médaille concours agricole, concours général agricole. Alors, c'est pour quelle cuvée? C'est pour quel vin? Dites-nous tout. Alors, on a reçu la médaille d'or au concours général agricole de Paris. C'est pour la cuvée Héritage, qui est une nouvelle cuvée qu'on a créée cette année. Je l'ai créée quand j'ai rejoint mon père il y a 1 an, là, même pas. Et du coup, on est ravis parce que pour son premier millésime, on obtient la médaille d'or. On ne peut pas demander mieux. Félicitations encore une fois. Alors comment ça se passe ce concours pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Alors c'est un concours où sont réunis pour la moitié des personnes des professionnels et l'autre moitié des amateurs. Donc ça touche tout public. On envoie des échantillons au préalable et après on est sélectionné parmi les vins de notre appellation. Donc là par exemple notre cuvée a été jugée parmi les rosés Coteaux d'Aix-en-Provence 2015. Ils ont reçu plus de 500 échantillons et ils ont décerné 7 médailles d'or. Bravo, bravo. Alors, cette médaille d'or, vous en faites partie. Vous voulez du rosé haut de gamme, c'est bien ça? Oui, alors quand j'ai rejoint mon père il y a 1 an, effectivement, j'avais étudié la demande sur du rosé. Et de plus en plus, là, depuis quelques années, les gens commencent à se faire le palais au rosé et ont vraiment une envie de rosé, de dégustation, de haut de gamme. Ils ont envie de mettre le prix pour des bonnes bouteilles, des rosés vraiment travaillés, de sortir du cliché rosé piscine. On est vraiment loin de ce cliché-là. Et du coup, j'ai créé quelque chose de haut de gamme, de la crème de chez nous. Ça représente 5% de notre production. Et voilà, c'est une cuvée qui vaut le détour. Alors, cuvée Héritage, c'est pas pour rien. Il y a un grand patrimoine derrière, un grand domaine. Oui, alors Héritage, effectivement, elle a toute une histoire, cette cuvée. Moi, je l'ai créée pour faire un clin d'œil à ma famille parce que je représente la 4e génération de viticulteurs à Barbebelle. Et du coup, voilà, c'était l'héritage d'un savoir-faire familial. Vraiment, ce côté familial, on ne souhaite pas l'abandonner et je souhaite en parler. Donc, c'était vraiment pour enfoncer le clou que j'ai appelé cette cuvée héritage. Mon père avait créé la cuvée Madeleine il y a 10 ans. Je m'appelle Madeleine, du coup, c'était aussi pour marquer le coup de Madeleine, la famille. On fait tout en famille. Alors, pour les gens qui nous regardent en termes de goût, comment il est ce rosé? Alors, c'est un rosé qui a une certaine acidité très positive. C'est la typicité des coteaux d'Aix-en-Provence rosés, parce qu'on est en coteaux, comme le nom l'indique. Et c'est des vignes qui ne souffrent pas de la chaleur la nuit. Elles ont des nuits très fraîches, contrairement aux vignes qui sont au bord de mer, où elles souffrent de la chaleur la journée, mais aussi un peu la nuit. Et du coup, voilà, il a une acidité assez agréable en bouche, un certain dynamisme, une énergie. Et il est sur des tons, des notes d'agrumes. De fruits d'agrumes, quoi. Ça donne vraiment envie. Et si on veut venir en acheter, on peut aller directement au domaine. Et ici, au Salon de l'Agriculture, où êtes-vous? Oui, alors ici au Salon de l'Agriculture, on est au hall 3, stand G014, juste sur la droite quand vous entrez dans le hall. Effectivement, on vend à la bouteille, ce que ne font pas tous les exposants ici. Nous, c'est notre première année au salon et du coup, on a vraiment envie de se faire des clients, de rencontrer les personnes et qu'ils soient conquis même à une bouteille et probablement l'année prochaine en prendre plusieurs et voilà, on marchera à commande peut-être. Mais là, à la bouteille, on le fait. Merci beaucoup. Elle vous attend. Elle attend tout le monde au Salon de la Culture. Eh bien, on viendra. Un gros bisou à Madeleine. Voilà, son très joli prénom et félicitations bien sûr pour cette cuvée héritage. À demain, mon cher Julien. À demain. À demain. Allez, tout de suite, on passe à notre chronique suivante, Parole d'agriculteur. Et nous recevons pour parler bien sûr d'agriculture Grégoire de la Roussière, qui est agriculteur dans l'Aude. Bonjour Grégoire. Bonjour. Comment ça va?
Eh ben, ça va plutôt pas mal. Alors, très heureux de vous accueillir. Grégoire, agriculteur, ambassadeur Agri Demain. Guy Martin, chef cuisinier, ambassadeur Agri Demain, d'une certaine manière. Voilà, l'idée, bien sûr, c'est de valoriser l'agriculture, les métiers de l'agriculture, d'en parler différemment, hein, voilà, de faire un petit peu tomber les clichés. Et on peut dire que vous êtes un ambassadeur original, si je puis dire, puisque vous venez pas du tout de ce milieu-là, qu'à la base, vous habitiez à Paris, vous aviez un métier plutôt artistique, Grégoire. Hein. Oui, en effet. Donc, je suis né à quelques arrondissements de la porte de Versailles. Ouais. Et initialement, j'ai suivi en effet une formation d'ingénieur du son. Donc oui, c'est sûr que je n'étais pas spécialement prédestiné à ce métier-là, mais cela dit, je suis passé des sillons du disque à ceux de Méchant. Voilà, tout simplement. Il y a le petit accent comme ça encore parisien qui persiste. Vous ne l'avez pas perdu hein, dans l'eau c'est très problématique. Quand je remonte à Paris, mes copains me disent que j'ai pris l'accent du Sud. Et quand je remonte, on me dit que j'ai l'accent du Sud. Bon, je comprends rien. Oh, c'est mignon. Ça vous arrive, vous, de retrouver votre accent savoyard, Guy ? Il y a un accent, Savoie ? Oui, effectivement. chaque fois que je sais pas, je suis auvergnat, donc je peux pas dire. Si, chaque fois que je suis en Savoie, je retrouve les bonnes intonations. Okay. Oui, non mais... Oh. Je crois qu'on a recommandé là, non? Alors, on a un recommandé très urgent. Et on peut le montrer, monsieur le facteur, le recommandé. Moi, j'adore recevoir du courrier. Ça s'appelle le courrier du cœur, hein, quand même. Donc, on va parler justement du cœur avec notre ami Grégoire, parce que si vous êtes arrivé dans l'agriculture, c'est un peu à cause ou grâce à une histoire d'amour. Coucou Éric Jean-Jean, tu vas bien? Ouais, ça va? Salut Eric. Alors, l'amour est dans le pré, c'est pas qu'à la télé, c'est aussi dans la vraie vie, puisque vous avez rencontré votre blonde, votre belle, là-bas, dans l'Aude. Ma belle brune, oui. Ouais. Ouais, en fait, c'est une histoire d'amour à tiroir, parce que d'abord, en effet, j'ai rencontré la personne qui est devenue ma femme aujourd'hui. Ouais. J'ai d'abord ensuite découvert sa région natale, donc le Lauragais, et ensuite le métier de ses parents. Je me suis arrêté là, parce qu'après, ça serait allé trop loin. Oh, d'accord, ouais. Mais ils faisaient quoi, ses parents? Ses parents étaient agriculteurs. Dans quel domaine? Céréales, grande culture et un peu de maraîchage. D'accord, donc vous rencontrez... Comment elle s'appelle, votre douce? Delphine, si tu me regardes. Delphine, voilà. Hein. Vous rencontrez Delphine, c'est le coup de foudre. Et puis, comme vous dites, le coup de foudre aussi pour le travail de ses parents. Mais ok, vous êtes ingénieur du son, vous pouvez rentrer à Paris, passer votre week-end à la campagne. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça a été long et progressif. En effet, je crois que dans ma belle famille, quand j'ai émis l'idée que ça pourrait m'intéresser à terme, j'ai une fin de non-recevoir catégorique. Je pense qu'ils étaient moyennement rassurés. Et puis, à mesure que le temps passait, j'ai commencé à mûrir le projet, quand même à préparer. C'est un projet d'entreprise, une exploitation agricole. On en parlait, ouais. Et peu à peu, ils ont évolué. Et puis surtout, ils m'ont dit, bon, est-ce que tu es vraiment prêt ? Et pendant 2 ans, ils m'ont fait faire les saisons. Alors, ils m'ont mis à ramasser les asperges avec 2 kilos de boue sous chaque botte, à mettre à la mécanique alors que j'y avais jamais touché. Et au bout de 2 ans, apparemment, j'étais pas assez dégoûté. Donc, ils m'ont dit, bon, écoute, bienvenue, tu vas pouvoir commencer, quoi. Est-ce que vous aviez, des idées reçues sur les agriculteurs quand vous êtes arrivé? Évidemment, j'en avais plein. Vous en aviez? Ouais, beaucoup d'a priori. Lesquels? Moi, j'étais plutôt le bobo parisien, tendance Canal Saint-Martin. Donc, évidemment, j'étais plus tendance José Bové que la réalité agricole, tout simplement. Et c'est justement pour ça en fait, que je suis tombé amoureux de ce métier. C'est parce que je me suis aperçu que pendant des années, j'avais un regard biaisé, un manque de connaissances, qu'on était totalement conditionné, aussi bien médiatiquement que politiquement, sur ces sujets-là. Et j'étais super déçu qu'on ne m'ait pas montré les réalités du monde agricole bien avant, quoi. Ouais, bien avant même, parce que vous disiez en préparant cette interview que vous en vouliez même à l'éducation nationale de ne pas finalement avoir mis la lumière sur les métiers de l'agriculture. Alors moi je suis un peu comme Guy, je l'écoutais tout à l'heure, oui je me suis jamais senti très à l'aise dans le milieu scolaire et d'autant plus que c'est vrai que quand on est dans l'enseignement en général, on vous dévalorise souvent les métiers du primaire et du secondaire qui sont pourtant des métiers magnifiques et c'est vrai que j'en ai beaucoup voulu à l'éducation nationale de ne pas m'avoir permis de trouver peut-être ma voie un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous? Parce qu'il y a peut-être un message à faire passer là, messieurs, allez-y. C'est quoi l'idée? Je pense qu'il y a déjà des stages maintenant qui sont faits pour les classes de 3e d'une semaine. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Je pense qu'il faudrait peut-être... Il y a quand même des choses à prendre avec les Allemands, notamment pendant 1 an, pratiquement, ils arrêtent l'école entre la première et la terminale. Souvent, ils arrêtent 1 an ou après la terminale pour faire complètement autre chose. Et je pense que ça serait aussi encouragé
des jeunes ou des moins jeunes du reste, mais à rentrer dans des métiers, que ce soit chaudronnier, que ce soit maçon, cuisinier, agriculteur, de vraiment ingénieur du son aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de participer à des belles émissions de radio ou de télé, par exemple. Exact. Donc c'est d'ouvrir les portes des entreprises à des jeunes, mais assez tôt, pour qu'ils puissent faire des stages un peu plus longs que ce qui se fait aujourd'hui, pour leur donner déjà une autre image de ce qui est véhiculé parfois par les journaux ou par les médias. En effet, puis on avait reçu... Mais tout arrive aujourd'hui. C'est la fête du poireau. Mais qui êtes-vous, demoiselle? Formidable. Mais quel est votre problème? On va le garder, le poireau, en souvenir, vous nous le dédicacerez. C'est toujours comme ça après. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, messieurs. C'est votre charme, à mon avis, qui doit agir. En tout cas, l'idée... Je pense que c'est le vôtre. Oui, c'est une jeune femme, hein, je vous remercie. Le syndicat du poireau, apparemment. Allez, merci beaucoup. En tout cas, la clé, c'est bien sûr la communication, la formation, et puis voilà, véhiculer d'autres images. Merci beaucoup, beaucoup, Grégoire. Bon retour dans l'eau de la bise à Delphine. Merci. Et tout de suite, nous recevons en plateau une spécialiste de la forêt. Nous accueillons tout de suite dans le cadre de Promenons-nous dans les bois. Hein, voilà c'est agréable. Ça va. J'adore. Ça se passe bien. Tout peut arriver, je vous l'avais dit. La petite balade dans les bois avec des spécialistes, hein, l'Office national de la forêt. Qui fait aussi un travail formidable. Oh oui. Franchement, ils font un travail formidable. C'est un milieu que je connais très très bien. Mais oui, vous avez été bûcheron. Pas très longtemps parce que j'étais pas suffisamment costaud, mais j'ai travaillé pendant 2 ans j'avais un chalet où j'accueillais les personnes de l'Office national des forêts. Et à tous les échelons, ils font vraiment un travail formidable. Ils ont une connaissance juste extraordinaire. On a vraiment besoin d'eux. Ce sont des passionnés, on les reçoit bien sûr tous les jours dans notre émission. Et vous avez raison, hein, cette connaissance, elle est là, c'est au cordeau, c'est précis. Il y a un vrai engagement, une responsabilité. On ne plaisante pas avec la forêt, vraiment. Et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Camille, Jarry, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va bien? Ouais. On est très content de vous avoir sur notre plateau. Il y a tous vos camarades qui sont là pour vous encourager. Vous êtes chef de projet aménagement à l'Office national des forêts. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler des préconisations et des obligations qui s'adressent aux promeneurs, aux cyclistes et aux cavaliers. Je ne sais pas comment vous la visitez, vous, la forêt, Guy? À pied, à cheval. Alors, ah ouais. Je pense qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur les chemins qui sont parfois très abîmés par les machines qui doivent rentrer dans les forêts et qui doivent bien sûr faire leur travail. Alors s'ils pouvaient après un petit peu réparer les chemins, ça serait sympa. Bon, c'est possible ça de réparer les chemins suite à des chantiers bien sûr forestiers. C'est ce que vous faites aussi puisque vous êtes dans la forêt tous les jours. Les promeneurs, il y en a de toutes sortes hein, dans cette jolie forêt, sauf qu'il y a des règles et que les règles ne sont pas les mêmes pour chacun des usagers. On peut en parler de ça, Camille? Oui, tout à fait. Alors effectivement, les règles sont différentes selon les usagers. Donc l'idée générale, c'est qu'on partage l'espace pour le bien-être de chacun. Ouais. Et pour la protection de la forêt, du milieu naturel dans son ensemble. Donc si on commence par les promeneurs en plus grand nombre à pied, les promeneurs à pied, ils sont les bienvenus partout. Ah, donc, voilà. Bon, ça c'est chouette. Partout. Enfin, on en a parlé, hein, partout, sauf bien sûr où ils ne peuvent pas aller. Mais ça, c'est signalé. Okay. Donc il y a des itinéraires balisés, spécialement pour les piétons. Le piéton peut se promener en forêt, en parcelle, à l'intérieur du bois s'il le souhaite. En revanche, s'il le fait, il faut qu'ils se souviennent qu'il n'y a pas de mise en sécurité particulière. On ne peut pas mettre en sécurité l'intégralité de la forêt. Donc, s'il sort des chemins balisés, il le fait à ses risques et périls. Bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est pour le piéton. On peut passer peut-être aux cyclistes? Oui. Ouais. Alors, les cyclistes, c'est comme les gens à cheval. Ils sont tolérés sur tous les chemins et toutes les routes. Rapprochez votre micro, ma belle. Voilà. Pardon. Ah non, ma belle. Ouais, si, ma belle. On peut vous entendre bien. Donc, voilà. Sur les chemins et les routes, ils sont tolérés, chevaux et vélos. Sur les forêts les plus fréquentées, on leur demande de rester uniquement sur les chemins et les routes qui font plus de 2,50 m de large. Alors c'est lié à la vitesse de ce moyen de locomotion. L'idée étant de pouvoir prévenir toutes les collisions. Donc les gens allant relativement vite, la largeur du chemin leur permet de pouvoir anticiper la collision, ralentir la vitesse. Donc sur les chemins de moins de 2,50 m de large, on considère qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité pour pouvoir anticiper les règles. Et l'idée... Pardon? Oui, je trouve que c'est formidable. Ben ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. On s'imagine qu'on peut tout faire, alors que non, il y a des vraies règles. Il
Il y a des vraies règles, c'est réglementé. Ben voilà. Donc l'idée, c'est que le piéton est toujours prioritaire et que les vélos et les chevaux ne doivent pas entrer dans les parcelles, jamais. Okay. C'est pour une question de protection des sols contre l'érosion, le tassement. Donc voilà, les vélos et les chevaux sur les chemins et sur les routes. Donc les chevaux ont quand même un... Je dirais, enfin, vous êtes cavalier, vous c'est ça, vous galopez en forêt. Quelle belle image, waouh. C'est formidable. Cheveux au vent, comme ça. Donc, vous disiez que les chevaux ont un statut un petit peu particulier ou vraiment ça colle aux cyclistes, c'est-à-dire qu'on est monté sur une bicyclette ou sur un cheval, c'est la même chose? Alors, pour les règles que je viens d'édicter, oui. Ouais. Après, il y a un balisage spécialisé des itinéraires pédestres, cyclistes et équestres. D'accord. Donc, chacun a un balisage. Par exemple, pour les chevaux, vous avez régulièrement un fer à cheval ou alors une petite botte dans un étrier. Donc ça veut dire que c'est des itinéraires pour les chevaux spécifiquement. Pour les vélos, vous avez un petit triangle et puis 2 ronds. C'est la fédération de sport cyclistes. Est-ce que ça, cette signalétique, ces informations, vous les transmettez? Je pense par exemple aux tout petits. On parlait de transmission, d'éducation. Est-ce que vous intervenez, vous notamment, dans les écoles ou lors de manifestations dédiées justement à ce jeune public? Oui, tout à fait. Alors à l'ONF, on a plusieurs centres qui s'appellent les centres d'initiation à la forêt, où on accueille des écoles, donc, de très nombreuses classes qui viennent et on leur apprend le respect de l'espace de chacun, des travailleurs. Et il y a des règles particulières aussi qui sont importantes. Je le vois derrière. Oui, je le vois aussi. Ça, c'est le stand de l'Office national des forêts, qui est un stand toujours très ludique. On le voit d'ailleurs. Regardez, il y a un petit loulou là qui est très content et c'est à la hauteur des enfants. Alors oui. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que les règles que j'ai dites juste avant, elles s'appliquent en général. Par contre, il y a des cas particuliers. Il y a parfois des signalétiques temporaires qui sont installées dans le cas d'un chantier forestier, typiquement comme ici, ou en période de chasse. Donc, dans ces cas-là, il y a des panneaux qui sont imposés qui nous expliquent de ne pas entrer dans certaines parcelles pour la sécurité de chacun. Et c'est encore une fois le respect, parce que les usagers de la forêt, c'est aussi les chasseurs, c'est aussi les exploitants forestiers. Donc voilà, on cherche toujours à partager l'espace entre tous. Et je crois ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est le côté écologique, de ramasser des papiers, si on en voit, d'éviter de laisser des canettes. Je trouve que c'est vraiment important. On a des belles forêts en France. Il y a un travail remarquable qui est fait par l'Office national des forêts. Je trouve que la moindre des choses, c'est de respecter l'environnement. Oui, c'est vrai que c'est important. Ça, vous êtes confronté à des gestes qui manquent totalement de civisme, comme abandon de papier ou de choses comme ça, ou de moins en moins, je dirais? Alors, on y est beaucoup confronté. Il faut savoir qu'à l'Office national des forêts, on a des gens qui ramassent tous les jours des tonnes d'ordures. On travaille beaucoup sur la communication, à expliquer aux gens, vous avez peut-être vu sur le bord de la route, il y a des panneaux. Est-ce que vous feriez ça chez vous? Et on voit des gens qui jettent des déchets. Mais ça les sensibilise pas, finalement. C'est difficile à dire sur le court terme, il faudrait pouvoir voir sur le long terme. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a suffisamment de poubelles ou de dépôts de déchets aux abords de la forêt? Alors justement, ça dépend des massifs forestiers, mais à certains endroits, on a retiré les poubelles. Parce qu'en fait, certaines personnes venaient carrément de chez eux pour poser leurs poubelles dans les poubelles de la forêt. Oui, c'est fort, ça. Non, je pense que c'est être citoyen. Non, mais il faut être citoyen, c'est respecter. Je pense qu'ils ont un autre travail à faire que d'aller ramasser les poubelles des gens. Ils ont des vraies compétences, des vraies connaissances. On leur fait ramasser les poubelles. Je trouve que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. On a besoin d'eux, on a besoin de ces gens dans les forêts, on a besoin de renouveler les forêts. Enfin, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire. Je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment responsabiliser, qu'on soit vraiment responsable. Bien, je pense qu'on peut retrouver toutes ces préconisations, ces obligations dans la charte de l'ONF. Vous avez créé un petit fascicule qu'on peut retrouver, c'est ça? Oui, vous avez aussi sur le site onf.fr. Très bien. Donc il y a une charte qui est toute récente, qui est très bien illustrée, qui est sur notre stand ici, alors illustrée par des photos et qui explique les grands principes par des photos et puis des slogans qui sont très courts pour que les gens se souviennent facilement. Bien, merci beaucoup Camille Jarry, merci d'être passé nous voir. Et puis on retrouvera bien sûr demain un de vos collègues pour parler d'autres aventures dans la forêt. Mais vous avez raison, c'est important de signaler que la forêt, on la protège, on la respecte et on ne fait pas n'importe quoi dedans. Voilà, c'est à ce prix qu'elle restera telle qu'on l'aime. Merci beaucoup Camille. Et tout de suite, on va retrouver Anne-Sophie Lesage pour la météo du salon. La météo vous est présentée par Pleinchamp.com.
Bonjour Anne-Sophie, c'est Fred et Guy Martin, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Oh, dis donc, tu es entourée de jolies demoiselles là. Oh là oui, là c'est de la bonne grosse belle demoiselle. Allez, je te laisse pour nous présenter la météo. Oui, alors du coup je suis en compagnie de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de blanc bleu belge, d'où venez-vous? De la Picardie. Alors parlez-moi un petit peu de votre exploitation. Donc j'ai une exploitation de 200 bêtes, donc principalement du charolais, mais une vingtaine, 20-30 blancs-bleus. Aujourd'hui, je recherche une caractéristique de viande blanc-bleu pour la finesse de la viande. Aujourd'hui, le consommateur recherche beaucoup de viande noble. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le blanc-bleu. Et pour vous, le blanc-bleu, c'est une passion? Oui, une passion de l'installation depuis 91. Et quelles sont les caractéristiques d'une bonne blanc-bleu? La caractéristique d'une bonne blanc-bleu, aujourd'hui, on peut voir l'arrière-main de la bête. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un bon globe. Ah oui, c'est vrai que là, c'est très visuel. Hein. Ah oui, les bonnes fesses aujourd'hui. Donc c'est pour ça, au niveau qualité de cuir, aujourd'hui, plus une qualité de cuir fin. Donc c'est un grain de viande très très fin, une viande très fine, beaucoup de tendresse dans la viande. Et vous qui avez du charolais aussi sur votre exploitation, c'est différent? Oui, beaucoup. La différence aujourd'hui sur la blanc-bleu, c'est beaucoup plus tendre qu'une charolaise. Mais au niveau saveur, c'est un peu moins de saveur. Et alors, il y a aussi des caractéristiques de couleur d'animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc, la charolaise, évidemment, elle a une robe bien blanche. La blanc-bleu, aujourd'hui, comme cette fille, aujourd'hui, elle a une robe bien marquée blanc-bleu. Aujourd'hui, on peut avoir des blancs-bleus toutes noires ou des blancs-bleus toutes blanches. Mais aujourd'hui, la blanc-bleu toute noire, au niveau grain de viande, la finesse de viande est meilleure. Et vous participez au concours général agricole demain. Vous avez 3 animaux qui vont concourir. On peut dire que vous avez de bonnes chances? J'y crois fortement et j'espère avoir une bonne chance de monter sur le podium demain. Bon, alors on croise les doigts pour vous. Est-ce que vous savez, j'ai une dernière question, est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain? Beau, je pense, en Picardie. Oula, vous êtes bien plein d'espoir là, ça me semble un peu bizarre, je vais vérifier. Alors non, demain en Picardie, ce sera nuageux et même très couvert. Côté température, les maximums afficheront entre 6 et 8 degrés. En France maintenant, ce jeudi, globalement, ce sera un peu la cata. Hein. Ciel couvert, pluie et neige mêlée et même de la neige sur les massifs. Côté température, elles seront toujours inférieures aux moyennes de saison. Ah ben voilà, une météo un peu tristoune, mais heureusement au salon, le cœur y est, l'ambiance et le plaisir. Hein. On se retrouve demain, Anne-Sophie? À demain. À demain, faites attention aux vaches derrière. Hein. Un petit coup de sabot, ça peut partir. Oui, parce que là, c'est bien musclé. Hein. Oh que oui. Allez, à demain, Anne-Sophie. À demain. Eh bien, c'était la météo avec Pleinchamp.com. Notre émission touche à sa fin et oui, déjà, ça passe vite quand on est en très bonne compagnie. Encore un petit jeu concours, si vous le permettez. Bien sûr. Vous voulez bien? Mais oui, voilà, bien sûr, vous le savez, si vous suivez notre émission, vous pouvez gagner 2 abonnements de 6 mois à notre partenaire, le magazine Télécable Sat Hebdo. Pour ce faire, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet campagnetv.com ou sur notre Facebook. Vous répondez à 3 petites questions. Si vous avez suivi l'émission, normalement, vous devez savoir répondre. D'accord? Sinon, vous m'appelez et je vous donnerai les réponses. Les gagnants du jour, ils sont Yolande Chanu du Cantal et Frédéric Fossan du Rhône. Yolande Chanu et Frédéric Fossan, félicitations à vous deux. Vous gagnez un abonnement de 6 mois au magazine Télécable Sat Hebdo. Et voilà, c'est terminé, Guy. Ouais, c'est une belle émission. On a fait un tour de France vraiment très intéressant. Oui, avec vous, un bel ambassadeur. Et voilà, il y a plein d'espoir, je trouve. Il y a des groupes comme Agri Demain, des jeunes agriculteurs. Ouais. Enfin, il y a un travail, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une ébullition. Voilà. Il y a le bagad qui arrive, je pense. Hein. Il y a de la Bretagne de votre côté. En tout cas, un grand merci, Guy Martin. On vous retrouve dans Épicerie Fine tous les dimanches soirs sur Campagne TV. Et puis, bien sûr, dans vos merveilleux restaurants. Merci. C'est un plaisir. Je vous dis à très bientôt. À très vite. Plein de bonnes choses. Et quant à nous, on se retrouve... alors, ce ne sera pas moi demain. C'est mon copain Olivier Allemand qui prendra la relève. Nous, on se retrouve vendredi. Je vous embrasse très, très fort. Et passez une très, très belle soirée sur Campagne TV. À bientôt. Au revoir. Et voilà les Bretons.